les amis, quelle sale histoire. Vous savez, les avions ne pardonnent pas. Quand j'étais à l'aéroclub en Algérie, on avait un vieux Jodel qui ne volait pas. C'était un avion en bois, structure en bois, avec de la toile sur les ailes. Et à l'intérieur, il y avait une étiquette qui disait fais ton métier pour vivre entier et heureux. En fait, c'est des initiales qui correspondent à une checklist pour piloter cet avion. Mais au fond, on réalise que les avions ne pardonnent pas la médiocrité. Malheureusement, derrière chaque erreur technique sur un avion vont se cacher des drames humains. Aujourd'hui, cette histoire va commencer comme un conte de fées. Je vais vous parler de mademoiselle Mina Bassaran. Mina Bassaran, c'est une Turque. Elle fait partie, c'est la seule héritière d'une colossale fortune faite dans le BTP, dans l'hôtellerie et tout ça. Et en fait, à 28 ans, elle a une vie de jet set. C'est une femme qui est déjà responsable, qui a des postes très importants dans de nombreuses compagnies appartenant à sa famille. Et comme beaucoup de jeunes femmes de son âge, malgré tout ce profil, elle rêve de convoler ou en juste noces avec son prince charmant. Elle rencontre un homme, c'est le grand amour, et ils vont se marier en avril 2018. C'est le mariage, c'est la date qui est prévue pour le mariage. Dans les semaines allant vers ce mariage-là, elle est avec des amis à elle. Elles forment un groupe très uni. Elles sont au nombre de 8, toutes jeunes, jolies, ayant la vie devant elles. Et au mois de mars, mademoiselle Mina Bassaran décide d'aller à Dubaï, elle habite normalement à Istanbul. Elle décide d'aller à Dubaï pour enterrer, comme on dit sinistrement parfois, pour enterrer sa vie de jeune fille. Alors, pour y aller avec ses copines, elles vont prendre un jet privé. C'est le jet de sa famille. C'est un jet qui appartient au groupe Bassaran. Elles arrivent à Dubaï. Le vol d'aller se passe très bien. Ils atterrissent. Ils vont au terminal VIP. Les passagères sont prises en charge par un bus qui va les emmener à leur hôtel. Les pilotes et l'hôtesse de l'air vont partir de leur côté vers leur hôtel et elles vont attendre. Vous savez, dans ce métier, les pilotes doivent veiller constamment parce qu'ils ne savent ni l'heure ni le jour. Ils sont toujours à la merci, entre autres choses, ils sont à la merci d'un appel du client qui soudain change ses projets et veut partir plus tôt, veut partir tout de suite. C'est ça l'avantage du jet privé par rapport au vol régulier. Donc je disais que les pilotes vont attendre dans leur hôtel jusqu'à ce que ces filles, ces clientes finissent d'enterrer ce qu'elles sont venues enterrer à Dubaï. Le dimanche, nous sommes le 11 mars 2018, c'est le moment de rentrer en Turquie. À ce moment-là, les clientes arrivent au terminal, les pilotes et l'hôtesse aussi, et elles vont prendre une photo ensemble. Pourquoi? Parce que ce vol a quelque chose de très particulier. C'est un vol 100% filles, en fait. Les clientes au nombre de 8, c'est que des filles. Le commandant de bord et le copilote sont des femmes également, et l'hôtesse de l'air aussi. Donc, elles prennent des selfies ensemble, qu'on retrouve jusqu'à nos jours dans les divers social media de ces filles. Et en fait, sur le t-shirt de mademoiselle Bassaran, c'est écrit, il y a un texte en couleur comme ça, les femmes peuvent tout faire. Et elles peuvent tout faire, elles vont faire beaucoup cette journée-là. En fait, la commandante de bord est une femme qui se retrouve aux commandes de cet appareil suite à un parcours un petit peu troublé. C'est une femme qui est la fille d'un pilote de Turkish Airlines. Elle a fait des études de géologie à la base. Et un jour, elle a eu l'idée de suivre les pas de son père.
Donc elle fait des études d'aviation. Elle se retrouve à droite, copilote sur Airbus A320 chez Turkish Airlines. Et il semblerait que sa relation avec ses collègues se soit rapidement dégradée. Il semblerait que les choses n'allaient pas, pour des raisons pas très claires. Elle quitte la compagnie, Turkish Airlines. Elle va se retrouver comme copilote sur un jet privé appartenant au groupe Bassaran. Et là, semble-t-il, elle a un conflit avec un commandant de bord / chef pilote qui la prend en grippe. Il ne veut pas qu'elle soit là. Pour des raisons qu'on ne connaît pas. Que se passe-t-il? Elle quitte donc le groupe Bassaran et elle va travailler dans une autre compagnie de jet privé. Un peu de temps plus tard, ce commandant de bord quitte le groupe Bassaran. À ce moment-là, ils ont besoin d'un pilote. Ils appellent cette femme et lui disent « Est-ce que tu ne veux pas revenir? Et cette fois-ci, tu reviendras en tant que commandant de bord. » Ça signifie elle va faire un retour gagnant, comme on dit. Elle revient, elle est commandant de bord sur cet appareil. À sa droite, il y a une copilote. Elle a à peu près 1000 heures de vol, n'est pas très expérimentée. C'est une femme qui était parmi les premières femmes à avoir été chez les militaires, à avoir fait partie de l'aviation militaire turque. Elle a été instructrice et elle a un bon historique, mis à part un petit crash, un avion qu'un élève avait crashé alors qu'elle était instructrice, mais bon, ça arrive, c'est des choses qui font partie des aléas de l'instruction. Malheureusement, il n'y a aucun instructeur qui est à l'abri d'un élève un peu trembleur qui fait les mauvais gestes au dernier moment, au moment de l'arrondi, et qui finit par crasher l'avion. Mais bon, c'était du dégât matériel, mais rien de spécial. Donc, l'appareil est autorisé à rouler à l'aéroport de Dubaï. Il est derrière un Boeing 737 de Turkish Airlines, qui remonte aussi à Istanbul. Le 737 décolle. Un peu plus tard, le bombardier, c'est un bombardier Challenger 604, un avion d'affaires biréacteur, décolle derrière, tourne à droite après l'axe de piste, et survole la mer et va vers la République islamique d'Iran. C'est un vol qui va devoir survoler l'Iran pendant un bon moment, puis après la Turquie en diagonale, jusqu'à arriver à Istanbul. Alors qu'elle s'envole, quand elle s'annonce à la radio au niveau 360, elle demande assez rapidement, elle s'annonce à la radio chez le contrôleur aérien iranien. Elles sont au niveau 360 et elles demandent de monter au niveau 380. À ce moment-là, alors nous sommes de jour, mais vers la fin de la journée, mais il fait jour. À ce moment-là, il y a une alarme qui va se déclencher dans le cockpit du Challenger. Alors l'alarme dit quoi? L'alarme dit qu'il y a une différence d'indication de vitesse entre le commandant de bord et le copilote. Alors en fait, les deux vitesses, droite et gauche, sont élaborées par deux chaînes complètement indépendantes. Il y a ce qu'on appelle un ADC, Air Data Computer à gauche, un autre Air Data Computer à droite. Chacun a ses sondes dynamiques et statiques, et ils élaborent, chacun, sans se parler, ils élaborent la vitesse. Il est normal que dans ces conditions-là, ces deux instruments de mesure, qu'il y ait de légères différences entre les deux. C'est normal. Mais l'alarme se déclenche quand le comparateur réalise que il y a plus de 10 nœuds de différence. Donc, ping, alarme, 10 nœuds de différence. Il y a également, sur cet appareil, il y a un autre indicateur de vitesse de secours qui est sur la console centrale. Alors, celui-là fonctionne un petit peu comme les indicateurs qu'on retrouve sur les avions d'aéroclub. Ça signifie qu'en fait, il a ses propres tubes, ses propres sondes. Il n'y a aucun ordinateur derrière. C'est juste, il élabore lui-même directement avec un système mécanique à l'intérieur de capsules qui reçoit les pressions et puis qui va afficher la vitesse. L'avantage de cet appareil, pourquoi il est construit de cette manière-là, c'est tout simplement pour déjà lever le doute, parce que ça ne sert à rien d'avoir deux instruments, il faut toujours en avoir trois. Comme ça, s'il y en a un si on voit une différence, on peut tout de suite savoir lequel dit vrai, lequel est faux.
Et aussi, il sert en cas de perte totale d'électricité. Parce qu'en cas de perte totale d'électricité, celui-là fonctionnera alors que les autres, c'est pas garanti qu'ils fonctionneront. Toujours est-il qu'ils ont un bip et elles se disent « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a une expression comme ça, féminine, Allah, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Elles disent « Ouais, il y a une différence. Ça n'affiche pas la même chose. » Okay. L'avion étant monté, et on a quoi? On a l'indicateur du copilote, donc l'indicateur de droite, qui est fixe, voire légèrement en train de descendre, légèrement. Et l'indicateur du commandant de bord, il est en train de monter allègrement. Il est en train d'indiquer une vitesse de plus en plus grande au fur et à mesure que l'avion est en train de monter. C'est bizarre. Mes amis, ce genre, cette énigme, je connais des bagagistes auxquels on pourrait la poser, ils vous diront le tube pitot est coincé. Pourquoi? Parce que quand le tube pitot est coincé, on l'apprend à l'aéroclub, que se passe-t-il? On a effectivement l'indicateur de vitesse qui se comporte comme un altimètre, on dit. Ça veut dire que quand l'avion monte, il monte, quand l'avion descend, il va redescendre. Il a une indication fausse, il n'indique pas une vitesse correcte, mais sa vitesse va fluctuer avec la variation de pression statique. Pourquoi? Parce que son tube de pression dynamique est coincé. Ok? Néanmoins, on ne demande pas nécessairement au pilote de diagnostiquer, de savoir c'est quoi la raison derrière. Parce que d'autres raisons peuvent causer des différences entre les vitesses. Et toujours est-il que, dans ce cas-là, on a à l'évidence un indicateur qui est en train de montrer une vitesse croissante pendant que l'avion monte. Que fait la commandante de bord? Et là, elle va faire une erreur funeste. Elle va prendre les manettes des gaz et elle va les réduire au ralenti vol. Donc on a un avion qui est cabré, il est sous pilote automatique, mode vitesse verticale, donc il est en train de maintenir une vitesse verticale. Elle prend les manettes, elle les ramène à 0, ok? Et puis l'avion est cabré et il continue à monter. Et elle observe son indicateur de vitesse montrer une vitesse croissante. Mes amis, il y a des choses dans la vie, il y a des choses qui sont impossibles. Par exemple, on ne peut pas, c'est jamais arrivé de notre vivant, et ça n'arrivera probablement jamais, que par exemple, quelqu'un soit sur une pente, à vélo, qu'il ne pédale pas, et que la vitesse augmente toute seule. Ça n'existe pas, ce genre de choses. Si on est dans un avion, et que l'avion est cabré, et qu'il est en train de prendre de l'altitude, et que les gaz sont complètement réduits, et que la vitesse augmente, il y a quelques options possibles. Une des options, c'est que nous sommes rentrés dans une dimension, peut-être la 5e dimension, et que les lois de la physique ne s'appliquent plus. C'est possible. On est peut-être monté trop haut, on est dans l'espace intersidéral, on a échappé à l'attraction des astres, et c'est peut-être un trou noir qui est en train de nous attirer vers lui. Et c'est pour ça que la vitesse augmente pendant que l'avion s'éloigne de la Terre. Ceci n'arrive jamais aux altitudes généralement certifiées pour les avions. Il y a une autre option. L'autre option, c'est qu'on est en train de se gourer. C'est qu'on va causer un désastre parce qu'on est en train de regarder un instrument qui raconte n'importe quoi. C'est impossible. C'est impossible que l'avion puisse prendre de la vitesse, gaz réduit, en train de monter. La copilote, elle voit que son indicateur est en train de baisser. L'indicateur stand-by aussi est en train de baisser. Mais le commandant de bord ne semble pas réaliser ses bases. Et ce n'est pas une erreur ponctuelle qui a été faite. On peut comprendre qu'on a un moment d'égarement. N'importe qui peut être susceptible à ça. Un instrument qui tombe en panne, c'est très déstabilisant. Air France 447. Je veux dire, n'importe qui peut être secoué dans ses fondements. Elle a réduit les gaz, ça peut arriver, sauf qu'elle les garde réduits pendant 63 secondes. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas l'erreur d'un instant,
il y a une persistance. Donc, l'avion est en train de monter, les gaz complètement réduits. Que va-t-il se passer? Il est en train de troquer de la vitesse, donc sa vitesse est en train de chuter, et puis il est en train de remplacer la vitesse par de l'altitude, en train de monter. À un moment donné, elle a quoi? Elle a le clac, 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 clac caractéristique de survitesse. Ça signifie que, effectivement, son indicateur de vitesse est monté tellement que cette fois-ci, il est en train d'envoyer un signal de survitesse. Ce qui est complètement impossible. On a un avion qui probablement même au bruit, on aurait pu réaliser qu'il est en train de ralentir. Il n'a pas de gaz, il est en train de monter, c'est certain qu'il est en train de ralentir. Il n'y a pas moyen de rentrer en survitesse. Mais, clac, 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 l'alarme de survitesse se déclenche. Alors, à ce moment-là, il arrive pratiquement au niveau 380, donc il était au niveau 360, il arrive presque à 100 pieds du niveau 380, il arrive à 37 900 pieds, et puis après il commence à descendre. À ce moment-là, dès qu'il entame sa descente, on est tout proche du décrochage. Il y a des alarmes de décrochage qui se déclenchent. Une des pilotes prend le PA pour annoncer aux passagers en leur disant « Ne vous inquiétez pas », parce que déjà là, au niveau cabine passager, même si les passagers ne sont pas nécessairement au fait avec de la technologie aérienne et tout ça, c'est des consommateurs après tout, ils réalisent qu'il y a un truc bizarre. Ils voient un avion cabré comme ceci, les moteurs complètement ralentis, il y a un silence quand même impressionnant. Et ça fait bizarre. Il y a des mouvements bizarres de l'avion. C'est inusuel. Il y a une inquiétude qui se fait. Donc, ils vont faire quoi? On va leur dire, vous inquiétez pas, tout va bien. Sur ce, le système qui protège du décrochage se déclenche. Alors, il fait quoi? Il fait vibrer le manche, tic, 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 comme ça, et il y a un pousseur de manche. Ça signifie le manche est poussé par une sorte de force qui vient prendre le manche et faire piquer l'avion. Pourquoi? Le Challenger, si vous regardez comme énormément d'avions de sa condition, comme énormément de jets privés, sur les jets privés, il est très difficile d'installer les réacteurs sous les ailes, parce que c'est des appareils qui sont petits, ils sont bas. Il n'y a pas de place sous les ailes pour placer un réacteur. Il faut presque arriver à l'Airbus A318 et d'autres appareils de cet acabit pour qu'il y ait assez de dégagement sous les ailes pour placer un réacteur. Donc, les jets privés, très souvent, on leur met 2, voire 3 moteurs au niveau de l'empennage, à l'arrière. Sur le Challenger de cette série, vu que les réacteurs sont à l'arrière, au niveau de l'empennage, ils prennent de la place et empêchent donc d'avoir un empennage normal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a un empennage dit en T. Ça signifie, on prend cette partie, vous voyez, ça c'est un empennage, on va dire classique, avec cette partie-là, que vous voyez ici, qui est donc basse, mais ce qu'on peut faire, c'est la déporter, on peut le déporter, le placer tout en haut de la gouverne, de la dérive verticale. C'est le choix technologique qui a été mis en place au niveau du Challenger. Ce choix-là est connu dans l'aviation pour donner un danger qu'on appelle le deep stall, le décrochage profond. Ça veut dire quoi? Si vous regardez le Challenger, si vous imaginez que il reçoit l'air, il peut recevoir l'air de deux manières, il peut le recevoir de manière longitudinale, il peut recevoir l'air, on va dire, comme ceci, si je prends ça, il peut recevoir l'air comme ça, face, mais il peut recevoir l'air comme ceci, sinon décrochage, d'accord? Donc il peut recevoir l'air sous un angle élevé. Selon comment, si l'angle dépasse 34 degrés, que va-t-il se passer sur le Challenger? La gouverne de profondeur et le plan horizontal réglable vont se retrouver dans l'ombre aérodynamique des ailes. Ça signifie, c'est un peu comme si vous rouliez derrière un camion. Il vous cache l'air. D'accord? C'est comme font par exemple les cyclistes. Ils roulent collés les uns aux autres. Pourquoi? C'est pour pouvoir profiter et éviter d'avoir l'air directement face à soi. Donc, quand on a cet avion qui est cabré de cette manière-là, ou qui reçoit l'air sous un angle élevé, les ailes sont capables de cacher la gouverne de profondeur et toute cette partie-là.
une fois que l'avion rentre dans cette option-là, il n'est pas récupérable. Il n'y a plus de possibilité de le récupérer. Si on revient dans l'histoire de cet appareil, revenons aux années 1980. En 1980, il y a 3 pilotes d'essai qui démarrent avec un de ces avions pour aller le tester en Californie, pour faire des tests. Alors, il y a un commandant de bord, il y a un copilote et il y a un mécanicien. Cet appareil se pilote à 2. Commandant de bord, copilote. Mais dans les vols de test, souvent l'équipage est différent. Donc, ils sont au-dessus de la Californie et ils font quoi? Ils ralentissent l'avion et ils le cabrent, et ils arrivent à l'angle de 34-35 degrés. Une fois qu'ils arrivent à cet angle, c'est le décrochage profond. Comment ils font pour s'en sortir? Alors comment ils font? Ils installent lors des tests un parachute sur la queue de l'avion. Donc au niveau de l'empennage, ils installent un parachute, ils appuient sur un bouton, pam, le parachute s'ouvre. Il fait quoi? Il oblige l'avion à faire ceci. Ça signifie l'avion est cabré comme ça. Quand il y a le parachute qui s'ouvre, la queue de l'avion, pam, est ramenée à l'horizontale, voire même au-dessus de l'horizontale. L'avion n'a plus le choix. Il se retrouve le nez vers le bas et il sort du décrochage profond. Bien sûr, il faut larguer le parachute à un moment donné. Le problème, c'est que ces pilotes d'essai, au moment où ils appuient sur le bouton pour larguer le parachute, ça marche pas. Le parachute ne se largue pas. Ils n'ont qu'une option, cette fois-ci, c'est évacuer l'appareil. Donc ils font quoi? Ils ont des parachutes, ils sont toujours équipés de parachutes dans ce métier-là, et ils sautent tous les 3 de l'avion. Le copilote arrive au sol, il se casse la cheville, mais ça va, ses jours ne sont pas en danger. Le mécanicien arrive au sol, il n'a rien, il pourra secourir le copilote. Le commandant de bord saute, son parachute ne s'ouvre pas, et il est tué net quand il touche le sol. Le jet, lui, s'écrase un peu plus loin, quelques kilomètres plus loin. On réalise au passage qu'il y avait un certain amateurisme, et je suis gentil, un certain amateurisme avec les parachutes dans cette compagnie. Toujours est-il qu'il y a une chose, même les pilotes d'essai savent qu'une fois qu'ils dépassent les 34 degrés, tu ne le sors pas du décrochage. Niveau certification, quand on arrive au cahier de charge et à l'audit pour certifier un avion, c'est vrai que un avion qui tue ses pilotes d'essai, ça s'annonce très mal pour la certification. Dans ce cas-là, que fait Bombardier, le fabricant de l'avion? Il va dire une chose, il va dire aux autorités, on va vous garantir que le décrochage profond ne sera pas possible avec cet avion. Bien sûr, ils ne peuvent pas garantir que l'avion sortira du décrochage profond si celui-ci arrive. Ça, c'est clair. Ça, c'est un fait non discutable. Décrochage profond, on n'en sort pas. Je connais très peu de gens qui sont sortis de ce genre de décrochage avec des empennages en T. L'un qui est sorti de ça, qui s'est fait très peur, c'est un pilote d'essai de Boeing 727 où il a dû le faire tomber comme une feuille. Vous avez raconté ça dans une autre vidéo où il a dû l'incliner gauche, droite. Il a dû vraiment le faire tomber comme une feuille d'arbre pour le sortir de là. Mais il faut des compétences qui ne sont pas de ce monde. Il faut des compétences exceptionnelles pour sortir d'un décrochage profond. Mais un pilote qui a ces compétences exceptionnelles ne rentre pas en décrochage profond pour commencer, et encore moins par inadvertance. Toujours est-il que Bombardier dit aux autorités, la façon pour nous de valider ce point, c'est on installe un système de pousseur de manche, de sorte que si l'avion arrive au niveau du décrochage, le pousseur de manche va prendre des commandes au pilote, va les lui arracher littéralement et pousser sur les commandes pour faire piquer l'avion. La FAA, les autorités canadiennes et autres valident ce point et en passent. Mais attention, c'est quand même un point très important à connaître quand on pilote ce genre d'avion. Toujours est-il que là, on arrive au décrochage. Que se passe-t-il? Le pousseur de manche s'active. Que fait la commandante de bord? Elle tire. Et il s'active encore. Il lui prend le manche des mains, il le pousse à piquer, et elle tire. Et elle va faire ce jeu un certain nombre de fois. À un moment donné, la copilote lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu tires? Pourquoi tu tires ?» Elle lui dit.
Pourquoi tu tires? Laisse le nez. Là, pourquoi tu soulèves le nez comme ceci? La copilote, qui a été instructrice pendant un certain temps, avait justement compris, avait tout de suite réalisé ce qui se passait. Mais elle n'a pas pris les commandes. Elle aurait pu dire à moi les commandes, quelque chose comme ça, mais il y a peut-être une hiérarchie. Il y a peut-être une hiérarchie, peut-être renforcée par des distances hiérarchiques élevées dans certaines cultures, qui a fait qu'elle n'a pas pris le contrôle de l'avion, parce qu'elle aurait pu le sauver encore à ce stade. La situation qui va suivre ne va pas être facile. Pourquoi? Parce que la commandante de bord va tirer contre l'alarme de décrochage et le pousseur de manche pendant plus de 50 fois. Il y a 50 cycles de cabrage de l'avion et de piqué. Cabrage, piqué, sans arrêt. À plusieurs reprises, une cinquantaine de fois en fait. Le nombre de G arrive à 0, voire en dessous de 0. Ça signifie il est possible que certains passagers aient été tapés contre le haut contre le plafond de l'avion, puis soient retombés, et ceci une cinquantaine de fois, 60 fois de suite. Où elle est en train de tirer à tous les coups. Il y a un autre message vers les passagers pour leur dire, vous inquiétez pas, tout va bien, il n'y a pas de problème. Très charitable en ces moments-là, mais je pense qu'à ce stade, elle ne se faisait pas beaucoup d'illusions pour tenter qu'elles eussent été conscientes à ce stade, parce que il y avait beaucoup les chocs étaient trop brutaux. Si des personnes sont jetées, surtout que souvent les gens dans les jets privés n'attachent pas à leur ceinture, alors s'ils sont jetés 50, 60 fois contre le plafond puis retombent, c'est vrai que je pense pas qu'elle soit dans un état de conscience permettant après d'appréhender ce qui est en train de se passer. Toujours est-il que ce genre de secousse répétée, avec l'air qui arrive de manière extrêmement perturbée autour des ailes qui sont en décrochage et vers les réacteurs n'aiment pas du tout. Pratiquement, pendant qu'elle fait ça, les deux réacteurs s'arrêtent. Il y a le premier qui s'arrête, et quelques secondes plus tard, le deuxième s'arrête. Les deux réacteurs tombent en panne. Donc là, c'est le silence total dans l'avion. Nous sommes au niveau 300, et la situation est extrême. La situation, c'est pas le genre de situation desquelles il est facile de prospérer. On a un avion qui est en décrochage. À un moment donné, on a une incidence de 35 degrés. Ça signifie qu'on a dépassé l'incidence critique pour cet appareil. Donc, on est en décrochage profond. À force de tirer, elle a fini par le faire rentrer dans ce régime-là. Les deux réacteurs sont éteints. Et voilà, il n'y a plus rien qui puisse s'opposer au désastre. L'avion continue à tomber. Et puis, à un moment donné, le contrôleur radar voit l'altitude, voit la vitesse baisser, voit l'attitude baisser très rapidement. Il les appelle, tout va bien là, les gars, ça va? Pas de réponse. Et puis après, l'appareil disparaît complètement de son radar. Il contacte un Turkish Airlines, un 737, qui était un petit peu en avant, et il lui dit, est-ce que vous pouvez contacter l'autre jet, j'arrive pas à obtenir de réponse de leur part. À ce moment-là, et pendant de longues minutes, il y a le pilote du 737 qui va commencer à émettre en turc sur la fréquence du contrôle aérien iranien pour leur demander de répondre. Parce que des fois, ça arrive que des avions doivent relayer des messages pour d'autres. Certains avions, des fois, ils ont des problèmes de radio, ou n'arrivent pas, ou des problèmes de puissance, ou autre. Là, pas de réponse, silence, radio total. En fait, quelques minutes plus tard, les villageois entendent, des villageois d'une région montagneuse d'Iran, entendent un bruit, une explosion suivie d'un bruit de métal qui dévale les pentes. Quand ils regardent, il y a une sorte de colonne de fumée qui s'élève de la montagne. Ils vont décider d'aller voir, et une fois qu'ils arrivent sur site, ils vont voir qu'un avion s'est écrasé, ils alertent les autorités, et la première alerte dit il y a 10 morts. Ils arrivent à compter
10 personnes éparpillées sur le flanc de la montagne. Dès le lendemain matin, on a le débarquement des secours. On a le Croissant Rouge iranien qui débarque avec des secouristes. Il ramène un vieux hélico de fabrication américaine qui vole toujours par miracle à cause des sanctions. Ils doivent réparer ces machines et les faire voler par tout temps et par contre vents et marées, comme on dit. Ils les réparent en fabriquant des pièces et puis en les poussant à l'extrémité. Et ce qui est extraordinaire sur le plan humain, c'est que parfois ces tragédies font rencontrer des mondes qui n'avaient aucune chance autrement de se côtoyer. Vous regardez ces filles de la jet set qui survolaient ces terres et qui allaient vers leur vie à Istanbul et dans d'autres capitales. Et elles se retrouvent soudainement dans ces montagnes et qui va venir les chercher. Quand on regarde, on a le copilote de cet hélicoptère, on a un gars qui arrive, un barbu, il a sa veste ouverte, il est très concentré sur ce qu'il fait. On a le pacha, le commandant de bord, il a l'air d'avoir des heures de vol, lui. Ce sont des gens qui sont devenus très bons à force d'évoluer sur de la terre brûlée. C'est des personnes qui volent avec des machines où il y a beaucoup de systèmes qui ne marchent pas, où il y a beaucoup d'instruments qui ne marchent pas. Et ils vont secourir des gens qui viennent d'un monde où normalement tout va bien, mais qui vont écraser un avion pour un instrument qui ne marchait pas. Il y a ce gars qui travaille au treuil, qui remonte les corps au treuil. Il a son visage taillé à la serpe, on dirait qu'il sort d'un roman de Steinbeck ou d'un film western avec Henry Fonda. Il est en train de treuiller les sacs que lui passent des secouristes que l'hélico a précédemment déposés sur la pente. Il y a aussi cette scène très tragique qui donne ces parallèles humains absolument extraordinaires, où on a ces femmes iraniennes voilées qui sont sur le flanc de la montagne et puis qui prennent le corps d'une femme de l'hélico. Il est dans une sorte de boîte en plastique et puis elles l'emmènent vers un camion frigorifique. Et en fait, c'est des femmes qui transportent des femmes et les deux sont de deux mondes qui jamais ne se seraient rencontrés. Un avion militaire est envoyé par la Turquie, il prend les corps à Istanbul. Et en fait, il y a un mystère qui demeure ouvert jusqu'à aujourd'hui. Il y avait 8 clientes. Il y avait une hôtesse de l'air, ça fait 9. Il y avait 2 pilotes, ça fait 11. Il y avait 11 personnes. Caméra de surveillance à l'aéroport de Dubaï, les voit toutes monter. Dans le CVR, jusqu'au moment de l'accident, on entend les voix. Le copilote, il est commandant de bord. Quand les secouristes arrivent sur place, ils trouvent 10 corps. Il y a 10 corps qui arrivent à Istanbul. Il y a un corps qui manque. C'est le corps de la commandante de bord. Il n'a jamais été retrouvé. Le terrain est nu comme la main. Le terrain, c'est un terrain montagneux qui... Il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de jungle. C'est pas un terrain où on peut perdre un corps. Il y a une recherche qui se fait en hélico. Il y a des secouristes qui sont déployés en nombre sur le flanc de la montagne. Ils construisent des tentes et ils sont là pour la durée. Ils sont là pour chercher, pour ratisser toute la montagne. Ils ne trouveront jamais ce corps. Les corps ont été identifiés à l'ADN. Ils n'ont pas été fragmentés. Ils étaient en très mauvais état. Ils ne pouvaient pas être reconnus par leur morphologie en les regardant. Mais ils n'étaient pas non plus fragmentés au point où on puisse dire oui, mais probablement il fait partie des fragments. Non. Ils étaient reconnaissables. Vaguement. L'identification s'est faite avec l'ADN.
Ils n'ont pas trouvé d'ADN correspondant à la commandant de bord. Tout ce qu'ils ont trouvé a été testé à l'ADN. Il n'y avait pas l'ADN du commandant de bord. C'était un mystère. Il a été théorisé que possiblement, mais il n'y a pas de preuve pour cela, qu'elle a été éjectée en vol, mais l'avion est tombé intègre. Il y a des gens, ils ont dit peut-être que un hublot s'est arraché, il a été aspiré dehors, elle est tombée quelques kilomètres de là, puis effectivement, si elle était tombée quelques kilomètres de là, et que des régions complètement désertes et inhabitées pour la plupart, on ne l'aurait jamais retrouvée. Mais il semblerait que l'avion soit tombé en un seul bloc. Il semblerait même que le crash a eu une relative faible énergie. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme l'Air France 447. C'est un avion qui est tombé en décrochage, cabré. Donc il arrive, taf, il se prend le flanc de la montagne. Et après, les pièces qui sont projetées, on en trouva jusqu'à 500 mètres. C'était pas à cause de la violence du choc lui-même, mais c'est parce que tout simplement, les pièces ont dévalé la pente de la montagne. C'est une pente assez raide, donc les pièces l'ont dévalé, on va les retrouver. On retrouve aussi, quand on regarde sur les photos des secours, il y a énormément d'habits, des valises éclatées, tout ça. Et tout gît sur un terrain relativement restreint. Le corps de la commandante de bord n'a jamais été retrouvé. Donc voilà, mes amis, ceci donc emporta Mina Bassaran, l'héritière du groupe homonyme. Ça emporta aussi 7 de ses amis, créant des tragédies énormes pour les familles. C'était toutes des jeunes femmes, jeunes, qui avaient toute la vie devant elles. Ça emporta aussi l'équipage, commandant de bord, copilote, l'hôtesse de l'air, qui faisait ce métier qu'elles appréciaient visiblement. Mais on arrive malheureusement à toujours ce foutu réflexe où on a des gens qui sont au niveau 360 et qui continuent à tirer sur le manche parce qu'ils ont peur de laisser l'avion descendre. Un petit peu comme si ils allaient se prendre un relief. Je peux comprendre que le pilote, par exemple, du Concorde ait eu à tirer sur le manche parce que lui était au ras du sol, n'avait pas le choix. Quand on a 36 000 pieds d'altitude en dessous, faut-il vraiment prendre des risques, et qu'on a un avion qui est en train de décrocher? Faut-il vraiment tirer sur le manche pour vouloir à tout prix le garder dans son altitude et finir par tomber comme une pierre, la queue en premier? Ça n'a pas de sens. Mais voilà, on trouve ce manque de airmanship, je dirais, chez de plus en plus de pilotes formés comme ça rapidement, et en particulier aujourd'hui. C'est très inquiétant parce que, vous savez, avec ce qui s'est passé, la perturbation de l'aviation, ces 2 dernières années en particulier, il y eut un nouveau marché qui a été ouvert, c'est le low cost, c'est le jet privé low cost. Ça signifie qu'on trouve aujourd'hui des compagnies sur Internet qui offrent des jets privés à des prix défiant toute concurrence. Il est facile d'imaginer que ceci se fera en rabotant sur énormément de postes, y compris sur la formation des pilotes, l'encadrement des pilotes et probablement la sécurité en général. Voilà mes amis, je vous laisse, je reviens une autre fois et puis honnêtement dans le doute, poussez sur le manche. À très bientôt.